C'est la fin de l'été, c'est la reprise, l'activité reprend et elle reprend aussi pour nos amis les coachs. Les séances vont reprendre et face à certains clients parfois coincés, quand on est coach, on peut se retrouver un peu démuni, de se dire bah là je suis en train de tourner en rond. Ça fait 2, 3 séances que je suis avec cette personne, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, qu'on n'en voit pas le bout. C'est aussi quelque chose que peuvent relever les clients, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, j'ai envie qu'on arrête. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, à la lumière, toi, de tes milliers de séances de coaching que tu as pu faire, que ce soit avec des profils de tout type, jusqu'à des profils de décideurs, d'entrepreneurs de haut niveau qui ont très très peu de temps et donc eux, ils ont envie que ça aille droit au but. Ouais. L'objectif ici, c'est un peu de prendre le raccourci. Moi, j'ai envie de tout savoir de la méthode que tu as mise en place pour prendre le raccourci au fil des dernières années. Comment ça va, Mehmet? Bah écoute, ça va bien, Baptiste. Très heureux de te retrouver là en cette fin d'été, effectivement. Et c'est un sujet hyper intéressant parce qu'il y a forcément un moment dans un coaching ou un autre où on se retrouve à tourner en rond sur les mêmes sujets. On sent la lassitude du client qui est en train un peu de s'agacer. On sent que les questions deviennent plus pesantes. Chaque question commence un petit peu à titiller l'agacement encore plus du client. Et cet effet-là, bah, il est vraiment pour le coach déjà très perturbant, mais pour le client aussi bah, très limitant parce qu'au final, la personne va avoir l'impression que non seulement on tourne autour du rond du vrai problème qu'il peut avoir en lui, mais qu'en plus, bah, derrière, la personne en face peut commencer à se dire mais est-ce que c'est bien le bon coach ou la bonne coach ou le bon accompagnant que j'ai en face de moi? Et donc, l'idée ici, c'est plus de faire un petit pas de côté pour voir déjà deux choses importantes. La première, c'est est-ce que la séance, en fait, surtout celle qui a été pour moi celle qui est capitale, la séance de démarrage, qui elle va poser en fait les bases de l'accompagnement, mais surtout va poser les bases de l'objectif précis pour lequel la personne, le client, est venu chercher l'accompagnant. Et dans cet esprit-là, la première boussole de rotation de l'accompagnement, c'est vraiment cet objectif de départ. Pour une seule raison, c'est que si l'objectif de départ est bien posé, qu'il est clair pour la personne et pour l'accompagnant, le coach ou le thérapeute, ben, on doit utiliser ce premier jour comme référence durant tout l'accompagnement. Ça, c'est le premier truc. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on va commencer à se perdre mentalement, émotionnellement, et surtout si il y a des accompagnants qui ont des clients qui sont plutôt profondément blessés, qui ont de la thérapie à faire, etc., bah, on peut aller très très loin et avoir un questionnement beaucoup plus profond et se perdre parfois justement à aller creuser un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait que le client, lui, a ce sentiment de tourner en rond. Et à partir de cette boussole, la deuxième chose, c'est varier en fait les méthodes. Moi, je suis coach depuis 9 ans, un peu plus, mais on va dire 9 ans depuis que je suis certifié. Et l'idée, c'est que depuis que je me forme, j'ai pas utilisé qu'un seul métier, en fait, qu'un seul outil. J'ai pas utilisé que le coaching. Je suis allé chercher de la PNL, je suis allé chercher de l'analyse systémique, de l'analyse transactionnelle, je suis allé chercher de la process communication model, je suis allé chercher l'énéagramme. Enfin, j'ai continué, si tu veux, à m'équiper en termes d'outils, mais surtout à pratiquer le plus possible. Et souvent, quand on n'a pas la réponse sur un outil, on peut aller justement faire une rotation, prendre un nouveau pivot avec un nouvel outil qui va permettre d'amener une nouvelle ouverture sur la problématique du client. Et c'est souvent parce on est resté uniquement sur une méthode, une technique, que parfois on est dans ce que j'appelle la stratégie de la mouche contre la vitre. Et on s'acharne à vouloir traverser la vitre, mais la vitre, on ne peut pas la traverser. Et donc, l'idée ici, c'est d'amener en fait un pivot de rotation sur les outils utilisés. Et une fois qu'on a ça, bah, regardez si les outils plus l'objectif sont bien encore raccord avec ce que le client est venu chercher. Je te donne l'exemple qui est le plus fréquent chez moi, c'est que la plupart du temps, mes clients viennent me voir, ils posent un objectif qui est parfois pas très précis et qui est parfois même subjectif, mais cet objectif-là devient beaucoup plus précis une fois qu'on a pété les croyances limitantes. Et l'idée, c'est que à partir du moment où on enlève les obstacles, l'objectif devient vraiment 4K, c'est-à-dire limpide comme une image en 4K. Et l'objectif, c'est quelque chose qui est un point de départ, donc une boussole d'entrée, mais qui peut continuer à évoluer dans le temps
en fonction des déblocages et surtout des insights, des prises de conscience, des expériences que le client va vivre. Et à partir de là, en fait, c'est cette personne qui va redéfinir son objectif, qui lui va redéfinir un nouveau plan d'action. Et c'est pour ça que vous pouvez très bien commencer un accompagnement avec un objectif, mais cet objectif peut changer en cours de route. Et c'est assez fréquent, surtout quand on est dans le déblocage, quand on est plutôt dans ce que j'appelle moi les objectifs avec une porte d'entrée problème, puisqu'il y a deux types d'objectifs. Il y a les objectifs avec l'entrée ressources, c'est-à-dire que oui, j'ai un objectif, mais j'ai pas les ressources pour aller le chercher. Ok, sur quel genre de ressources je dois travailler pour aller chercher cet objectif? Et la deuxième porte d'entrée, c'est la porte d'entrée problème. J'ai un objectif, mais j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre seul pour pouvoir le dépasser et passer à atteindre mon objectif. Et donc, à partir du moment où on a compris ce mécanisme-là, il suffit en fait d'adapter à chaque fois l'objectif et donc de réorienter les actions en fonction de ce qui vient d'être découvert, de ce qui vient d'arriver en fait. Ok, donc cette sensation de tourner en rond, elle peut venir du fait que on tourne vraiment en rond parce que l'objectif il n'a pas été suffisamment clairement cadré dès le départ. Donc cadrer l'objectif, que ce soit orienté problème ou ressources. Et après, sur la route jusqu'à cet objectif, il y a des obstacles qui vont peut-être flouter un peu l'objectif. Et donc pour soulever ces obstacles, il y a un enjeu d'avoir suffisamment d'outils pour être versatile. En quoi, pour toi, le fait d'avoir qu'un seul outil fait qu'on peut se retrouver bloqué concrètement? Est-ce que tu aurais un exemple ou quelque chose pour illustrer cette nécessité d'être multi-outil? Ouais. Un exemple en fait qui est très bien, c'est que dans le coaching par exemple, on va utiliser beaucoup de questionnements et de maïotique socratique. Le coaching est vraiment une pratique orientée action et orientée ici et maintenant et futur. Et l'idée c'est que quand on est dans cette dynamique avec ces outils-là, on va avoir un questionnement plutôt dynamique pour faire bouger la personne. Le truc c'est que la personne, si elle est ancrée dans le passé, dans une blessure du passé, ou qu'elle a une relation avec quelqu'un en fait qu'elle veut changer parce qu'au niveau de ce qu'elle vit, elle se sent plus alignée, ou peut-être elle fait du mal à quelqu'un sans s'en rendre compte et elle voit pas en fait pourquoi elle irait s'excuser, ou peu importe en fait, dès qu'il y a du relationnel et que ça commence à toucher à quelqu'un en face, on va en fait utiliser par exemple un outil de PNL que j'aime bien, ce que j'appelle les positions de perception. Si par exemple, tu vois, c'est un exemple que j'ai souvent, les CEO, ils ont parfois des vies de famille compliquées. Et ils sont pas tous comme ça heureusement, mais parfois ça arrive que la vie de couple soit perturbée par la croissance, le scaling et tout ce que est en train de faire le CEO. Et ce qui va se passer, c'est qu'il a moins de temps. Et quand il prend pas ce temps-là justement avec les personnes en face, il se dit ouais mais c'est pour eux que je fais ça, et il se raconte une histoire de oui c'est pour eux que je le fais. Alors qu'en fait tout ça, si on regarde bien au fond de la croyance, c'est lui qui fait ça pour lui, parce que c'est lui qui a décidé qu'il voulait faire comme ça, mais tant qu'il ne se met pas à la place des personnes en face pour voir ce que les personnes ressentent dans cette situation, la personne ne peut pas s'en rendre compte. Et donc on va utiliser l'outil des positions de perception. Il y a une position du CEO, il y a une position de sa femme, par exemple, si c'est un homme. Et de ces deux positions-là, on va faire l'analyse de, tiens, si je te mets là maintenant à la place de ta femme, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu ressens? Et en fait, le simple fait de jouer à ce jeu de chaise musicale permet à la personne de se mettre face à lui-même et de dire, ah oui, en fait là, je vois en face de moi une personne qui trouve des excuses pour rester au bureau, qui trouve des excuses pour rester tout le temps sur son ordinateur à travailler, même le week-end il a son téléphone. Ouais, je ressens beaucoup de frustration parce qu'il m'accorde plus d'attention. Et en fait, on va faire ce même jeu par rapport à lui, et après on va prendre une position neutre qui va regarder les deux. Et quand on a la position neutre, on va aller chercher une position encore plus méta, ce qu'on appelle méta, pour voir en quatrième position l'intégralité du message qui est envoyé par ces jeux de position de perception. Et tu vois, c'est un jeu qui est très subjectif, et c'est un outil de psychologie qu'on utilise souvent en PNL, mais si je n'utilisais que du coaching ou que certains outils du coaching, j'aurais peut-être pas la même façon d'aborder les choses. Et en ça, en tout cas, pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, et là je donne mon avis de coach et d'accompagnant, c'est que la multitude des pratiques permet aussi des pivots différents émotionnellement, mentalement, etc. Et quand vous avez un client qui reste au même endroit parce que vous avez utilisé une méthode, c'est à vous de faire le pivot
et de comprendre que là, oui, on est en train de bloquer, donc il faut faire autre chose. Et c'est ça qui est merveilleux dans nos métiers, peu importe qu'on soit coach, PNListe, thérapeute, énergéticien, quand on est dans l'accompagnement, on a cette flexibilité, cette agilité pour aller chercher d'autres outils, et c'est ce qui permet justement d'aller apporter des solutions aux personnes qu'on accompagne. Est-ce que toi, ça t'arrive encore aujourd'hui, du coup, malgré la maîtrise de tous ces outils, l'expérience, etc., de tourner en rond en séance? Comment tu le vis? Comment tu composes avec ça? Alors, j'ai eu le cas il y a presque 2 ans de ça maintenant. Vraiment un gros CEO qui avait, voilà, il avait des problématiques, on va dire, personnelles, mais il avait aussi des enjeux business. Et le truc, c'est que quand on commence à travailler sur la personne, on est obligé de passer par certains process de questionnement. Et comme il était déjà multi-accompagné, il avait un thérapeute, il avait déjà eu un coach, il avait déjà eu un psy, il avait vu aussi un énergéticien. Enfin, les CEO du digital, ils sont souvent multi-accompagnés. Ils n'ont pas juste un coach. Ils ont souvent coach, psy et parfois quelqu'un dans l'énergétique. Et lui, en fait, il avait déjà fait le tour de pas mal de questions. Et ce que je sentais, c'est que ça l'agaçait de revenir sur des questions et des problématiques qu'il sentait qu'il avait déjà abordées ailleurs. Mais le truc, c'est que moi, dans mon approche, je suis obligé de passer par ça pour le faire shifter dans autre chose. Et comme le fait de revenir là-dessus le faisait lui tourner en rond, selon lui, puisque selon moi, on avançait sur quelque chose qui allait justement le faire shifter en fait dans ce qu'il était en train de faire. À l'époque, j'avais des séances, on allait sur 8 séances, tu vois. Et lui s'est arrêté à la moitié. Il a fait 4 séances, il a dit non, mais là, on va arrêter. Là, c'est des trucs que j'ai déjà vu avec mon coach, mon psy, mon machin. Et en fait, moi, je me suis même pas rendu compte que en restant en fait dans ma méthode, tu vois, dans le simple fait de le coacher et d'amener de la PNL, je me suis pas rendu compte que lui avait ce sentiment de tourner en rond. Alors, je ressentais qu'il avait justement ce besoin-là, c'est-à-dire de vraiment de passer vite à autre chose, mais c'est la vitesse à laquelle il voulait y aller que j'avais pas compris. Et donc pour lui, il avait l'impression de tourner en rond, alors que selon moi, on avançait. Et en fait, ce décalage-là, je l'avais senti, mais je m'en suis pas préoccupé parce qu'il continuait les séances, tu vois. Et qu'est-ce que tu Alors aurais que, pu faire? alors que justement, la bonne pratique, parce que ça, moi je l'ai décortiqué après avec mon superviseur, parce que tu sais, les Ouais. coachs, ils ont des superviseurs, donc j'ai pris la séance, je l'ai ramené à mon superviseur, je dis voilà, j'ai fait ça, j'ai dit ça, truc, machin, elle m'a dit bah voilà, là en fait, t'es arrivé, mais tu vois, là en fait, au moment où la personne je lui ai fait faire plusieurs exercices. Au moment où tu lui fais faire cet exercice, tu vois bien sa réaction. Et en fait, il y a des réactions qui sont assez flagrantes, en fait, qui montrent que la personne est un peu agacée par les questions. Et donc, ça m'a moi aussi fait me remettre en question, puisque le but, en fait, de ce genre de supervision, c'est également de savoir se remettre en question. Et du coup, avec ce client, on a arrêté d'un commun accord, puisqu'on on est parti quand même en bons termes, mais derrière, c'était vraiment du fait que tourner en rond en fait sur des problématiques qu'il avait déjà traitées, qu'il voulait pas retraiter en fait, lui donnait ce sentiment-là. C'est pour ça que si justement j'avais fait ce pivot à ce moment-là, je me serais rendu compte que déjà j'étais pas dans le coaching uniquement dans la bonne méthode avec lui et j'aurais peut-être utilisé d'autres outils de PNL où je serais allé chercher de la systémique. Et l'idée c'est que bah, quand on a en fait qu'un seul outil ou qu'on reste sur une seule chose, bah, on peut vite se retrouver bloqué quoi. Ok, super intéressant. Bah dites-nous en commentaire si ça vous aide, si ça vous parle, si c'est des sujets que vous voulez qu'on creuse aussi. Parce que sur les outils coaching, pour le coup, on pourrait faire 500 vidéos, mais ça nous intéresse de voir voilà, qu'est-ce qui intéresse aussi les gens qui nous écoutent. Donc si je devais résumer, pour ne moins avoir affaire à ce sujet de tourner en rond en séance, on cadre l'objectif de manière très claire dès le départ, on diversifie nos outils et on débriefe nos séances, on se fait superviser aussi pour être de plus en plus voilà, Ouais, ouais, efficient et aller droit au but. toujours. Même les meilleurs aujourd'hui sont toujours supervisés, accompagnés. On ne peut pas vendre du coaching et ne pas se faire coacher soi-même. C'est pas possible pour moi en tout cas. Et comment on trouve la personne qui nous supervise? Alors souvent les superviseurs sont nos anciens profs. Moi c'est le cas. Et moi je trouve ça cool si on a eu des affinités avec certains profs qui nous ont enseigné en fait coaching, PNL, peu importe. Je trouve que c'est plutôt pas mal si la personne évidemment propose ce genre de supervision de service.
c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous connaît, qui vous a déjà eu entre les mains. Je trouve que c'est plus simple, plus facile. Maintenant, faut pas hésiter à faire les deux. Allez peut-être trouver quelqu'un qui a une vision radicalement différente de la sienne pour aussi sortir de ses propres schémas d'accompagnant. Ça peut être pas mal aussi. Génial. Merci Mehmet et à très vite sur À très Parole vite. de coach.